Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité, de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Doté d'un immense potentiel hydroélectrique, le Cameroun ne parvient pas à satisfaire la demande de la population et des entreprises en électricité. Dans le rapport 2017 de Energy of Cameroun, l'on apprend que 35 milliards ont été investis dans l'optique de l'amélioration de la qualité de l'offre en énergie électrique. Eneo, principal fournisseur d'énergie électrique, totalisait toujours selon ce même rapport 1 184 372 clients pour un taux d'accès à l'électricité de 62%. La consommation d'électricité par habitant en 2014 était de 274 kWh, soit 9% de la moyenne mondiale. Répartis ainsi, industrie 55%, secteur résidentiel 21% et enfin le secteur tertiaire 23%. Les rationnements ou délestages régulièrement observés surviennent dès lors que la demande est supérieure à la production. La demande augmente annuellement de l'ordre de 6% du fait des nouveaux raccordements, nous dit-on, et de l'utilisation grandissante de l'énergie électrique pour divers besoins. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite et maintenant, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Délestage, le Cameroun de plus en plus dans le noir. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Willy Kenyé. Bonsoir Willy. Bonsoir Serge. Voilà, bienvenue. Vous êtes membre de la société civile, il faut le dire. Oui, je suis membre de la société civile. Je défends plus la cause des mototaxis dans la ville de Douala et dans le Cameroun en général. Voilà, vous êtes sur la liste RDPC municipale Douala 5e. C'est une fierté pour nous en tant que jeunes, en tant que mototaxi. Il faut le relever. C'est une première fois qu'un mototaximan se retrouve dans la liste du RDPC. C'est une fierté aujourd'hui de dire merci au président de la République parce que au moins pour une première fois, ça a été respecté. Ok. Bonsoir Alexis Ngepi. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir millions de personnes qui nous suivent ce soir. Ok. Alexis Ngepi, opérateur économique, c'est bien cela? Bien sûr. Alors la casquette politique bien que sûr. tout le monde connaît. Bien sûr. MRC. Bien sûr. C'est bien cela. Oui. Voilà. À côté de vous, Edmond Kyoté. Bonsoir Edmond. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes et bonsoir aux nombreux téléspectateurs de la chaîne Equinox. Voilà. Je voudrais également saisir l'occasion pour des félicitations à Serge Alain pour le prix que vous avez raflé et pour tout le travail que vous abattez, qui vous a valu, n'est-ce pas, beaucoup de, je vais dire, vous avez été plébiscité par l'ensemble, par la toile, par tous. C'est l'équipe Equinox Soir, hein? Ils sont là nombreux. C'est pour je ça vois que... Innocent Abega de l'autre côté, et également le réalisateur. C'est pour ça que mes félicitations oui. vont à l'endroit de toute cette équipe oui. pour tout le travail bien fait. C'est la preuve que quand un travail est bien fait, il ne laisse pas indifférent. Bah, j'oublie pas Marlise Minkoumou qui est de l'autre côté, c'est le diffuseur. Hein? Ils sont là, le Doponé, ils sont là, toute la grosse équipe des diffuseurs. Bon, je commence par vous, Edmond Kouyaté, le délestage. En quelques mots, ça veut dire quoi? Disons que le délestage, les techniciens l'expliquent, c'est pas nous, c'est le langage technique. Ils expliquent ça comme étant, n'est-ce pas, la rupture volontaire oui. de l'énergie électrique à un groupe de clients afin d'éviter la saturation électrique ou l'effondrement du système qui en découle. Oui. C'est comme ça qu'ils expliquent le délestage. Oui. C'est-à-dire que c'est une rupture volontaire du système volontaire du système électrique à un groupe de clients. Pour éviter la saturation. En gros, ça veut tout simplement dire qu'on décide de faire une distribution rationnée voilà. de l'énergie électrique. Tu parles de rationnement. Rationnement, oui. Effectivement. Pourquoi? Parce que la quantité disponible
disponible ne peut pas de manière simultanée satisfaire les besoins de tous les demandeurs, de tous les clients, de tous les consommateurs. Et donc, on procède donc à un rationnement qui voudrait qu'on donne un peu à celui-ci aujourd'hui, ou alors à cette tranche horaire, et à une autre tranche horaire, on supprime à celui-ci pour donner à celui-là, et ainsi de suite. Donc, on segmente le territoire, et on se dit, bon, dans tel segment, tel jour, à telle heure, on va supprimer volontairement l'énergie électrique pour satisfaire les besoins de tel autre segment, et ainsi de suite. C'est pour ça que le délestage, tout le monde en souffre, parce que dans... Vous croyez que tout le monde en souffre? Ben bien sûr, du moins pour ceux qui dépendent de la société nationale. Pour faire simple, est-ce qu'il y a des quartiers qui sont souvent exempts du délestage? Vous en connaissez à Douala, Yaoundé? Alors, je vais vous surprendre, c'est ce matin. Oui. J'avais du boulot à faire dans une entreprise de la place qui est située à Akwa. Ils m'ont appelé très tôt pour me dire, s'il te plaît, il faut qu'on décale l'heure du rendez-vous parce que à partir de 15 heures, nous n'avons plus d'énergie. Alors j'ai dit, ça c'est grave parce que Akwa... Pourquoi vous dites que c'est grave lorsqu'on suit attentivement les explications que vous venez de donner, Edmond Kouyaté? Oui, je dis c'est grave parce que pour moi, dans mon entendement, dans ce rationnement, il devrait avoir au moins des centres prioritaires. Parce que tout le monde sait que Akwa, c'est le poumon des affaires. C'est le quartier des affaires. C'est-à-dire, c'est là où on produit l'essentiel de l'argent du Cameroun. On ne peut pas... Douala étant par définition la capitale économique, et cette capitale économique... L'argent est produit à Akwa. Est produit à Akwa. Et déposé à Bonanjo. Déposé à Bonanjo. Donc, Bonanjo gère seulement l'argent qui est produit à Akwa. Akwa, c'est le centre des affaires. Oui. Et donc, dans mon entendement, on devait au moins laisser certains segments, on devrait privilégier certains segments de la nation, étant par définition les segments de production, n'est-ce pas, de l'argent au Cameroun. Je me disais qu'on pouvait au moins privilégier ces zones-là, quitte à délester des zones. Et c'est ce qui s'est passé? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé parce que Akwa également se trouve également délesté. Alors si Akwa est délesté, il me semble qu'il n'y a pas de zone beaucoup plus prioritaire, si ce n'est par exemple le centre administratif. Vous savez que chez nous, la priorité, ça ne s'entend pas de la même façon. Ça ne se définit pas de la même façon. Pour moi, la priorité, peut-être parce que je suis économiste, on peut me reprocher cela. Pour moi, la priorité dans cette histoire, c'est la zone économique. Parce que la nation dépend de ça. Peut-être que la priorité ici, c'est la zone administrative, dans Bonanjo. Je ne sais pas si Bonanjo est victime également de cela, parce que vous savez, c'est le siège des institutions, du moins dans la capitale économique. Il me semble peut-être que Bonanjo... Non, Bonanjo est victime aussi. Bon, si Bonanjo est victime, vous savez vous voyez des groupes électrogènes. Alors, si Bonanjo est générateur à l'extérieur. Donc, si Bonanjo est victime, ça veut dire que le centre économique par excellence est touché, le centre administratif par excellence est touché, il ne reste plus rien. Ça veut dire que tout le monde est donc victime. Et donc, voilà, le délestage touche tout le monde. Voilà, le délestage touche tout le monde. Alex Nguepi, restons pour le cas de Douala. Bonanjo qui est touché, le centre administratif, Akwa qui est touché, le centre des affaires, le poumon économique de la ville de Douala et même du Cameroun, comme il a dit. Edmond Kouyaté, comment comprendre ça? Oui, est-ce qu'on ne devrait pas, comme il a suggéré, oublier, on va le dire comme ça, certaines zones qui rapportent de l'argent? Si vous me permettez, oui, allez-y. Je voulais juste faire d'abord aussi vous adresser mes félicitations et ceux du MRC pour ce prix que Equinox Soir a reçu. Parce que Equinox Soir, pour nous, c'est l'émission du peuple, dans la chaîne du peuple. Donc, et aussi rappeler que Equinox, qui est très suivi par de milliers de personnes, des Camerounais, des militants du MRC, en particulier en général le peuple camerounais, est une chaîne très sollicitée. Donc, par ma voix, en tant que donc je tiens aussi à féliciter Equinox Soir. Que le MRC, nous sommes très contents de ce prix et grâce à cette vitrine-là, ça permet que
puissions mieux nous exprimer et dire au peuple camerounais ce qui se passe. Et aussi, je voulais donc chuter pour dire que... C'est pas seulement le MRC. Oui, tous les Camerounais, oui, j'ai dit de manière générale, tous les Camerounais, bien sûr, tous les Camerounais. Et aussi dire que grâce à votre chaîne, effectivement, nous pouvons dénoncer certains abus qui se passent. Notamment, nous avons notre API Rosande Djimeye qui a été arrêtée tout récemment du côté d'une D parce qu'elle a fait une campagne contre le boycott, qui est un droit constitutionnel, qui a été arrêté, à ajouter à cela avec 15 autres prisonniers, dont l'un des plus célèbres, c'est notre vice-président Mamadou Morta, qui est en prison depuis presque bientôt 1 an, qui se trouve en prison avec Sioué et consorts, et qu'il y a même l'un de nos AP qui a été poignardé cette semaine en prison. Donc nous espérons donc que ces cas ne seront pas oubliés et leur rassurer que le MRC pense à eux avec tous les militants. Bon, ceci étant dit, parlant du délestage, il faudrait qu'on comprenne quelque chose, c'est que la définition du délestage, c'est une définition littéraire, c'est-à-dire que on prend la littérature pour dire ce que c'est le délestage. Non, la réalité c'est que le délestage, c'est parce qu'il y a une faible production d'offres énergétiques. En fait, on n'arrive pas à offrir aux Camerounais la quantité d'eau nécessaire. Je tiens à rappeler que la ville de Douala, et pas seulement Douala, tout le Cameroun souffre du délestage, monsieur Serge. Je vais vous dire quelque chose. Dans la ville où je viens, où je suis actuellement basé, dans ma résidence, qui est la vallée d'une thème en Mbam, où se trouve le fameux barrage de Menvele, qui est à Man. Man, c'est un arrondissement d'Avel d'une thème où nous avons 4 arrondissements, Olamze, Man, Mbam et Kiosi. Il n'y a pas d'énergie électrique là-bas. Il n'y a pas de courant. Dans ce fameux barrage qui aurait coûté plus de 700 milliards de francs CFA au contrôleur camerounais, qui produirait après à peine 85 mégawatts, d'après les estimations, d'après ce qui sort actuellement, et que donc on a déposé les transformateurs du côté des boulevards, n'arrive même pas à servir, parce que Menvele, c'est dans un village en fait. Mais Man, lui-même n'a pas d'électricité. Man a besoin de 0,4 MW pour fonctionner. Mais Man n'a pas de courant. Et plus loin, vous n'avez pas au Olamze. Olamze, c'est l'arrière-pays, c'est le pays d'Intoumou, c'est le pays des fonds et consorts. Donc Olamze, c'est la frontière de la Guinée équatoriale. Monsieur Serge, Olamze, il y a le courant au centre-ville. Il y a un groupe qui est Olamze qui fournit l'électricité bien que dans le centre-ville. Le premier village d'Olamze qui est Meko aussi, mais qui a 1 km de Lamze, n'a pas d'électricité. C'est-à-dire qu'au centre de Lamze, à 1 km, il n'y a pas d'électricité. Je veux vous dire que et même au centre-ville, le courant vient de ce côté-là à 10 h, ça repart à 3 h du matin. Mais comment vous expliquez ça? Oui, justement, je vais punir la population. Pas de punir, j'ai parlé de l'offre. Oui, je ne pas de l'offre. Pour chuter, il faut dénoncer d'abord. Je veux dénoncer d'abord. Et qu'est-ce qui explique donc ça? Oui, si vous me permettez de dénoncer, par exemple, la ville d'Ambam, par exemple. En Mbam, actuellement, il n'y a pas de courant en Mbam. Sauf si c'est une modèle nouvelle, il n'y a pas de courant en Mbam. Donc, en Mbam, par exemple, le courant, on met l'énergie électrique à 5 heures, à 5 heures, ça repart à 10 h, ça revient à 17 h, ça repart à 23 h. Monsieur Serge, lors des festivités en décembre, j'ai personnellement assisté à un mariage à Mbam, à la mairie d'Ambam, où il y a un monsieur qui a loué la salle de la mairie, de fête de la mairie, à plus de 300 000 francs CFA. Monsieur Serge, à 3 h, il y a eu coupure. Alors vous imaginez qu'en Mbam, il n'y avait même pas de groupe pour le relais. Donc c'est une réalité et que l'on comprenne très bien qu'il y a une production énergétique de fameux bail, mais dont pas le temps, mais dans les populations, localement, on n'arrive pas à avoir du courant. Parce que, M. Serge, cela est dû, tantôt dit, à l'offre énergétique. Le Cameroun, il y a eu un plan quinquennal, il y a eu un plan sur 10 ans, qui a été élaboré au Cameroun en 2010, dans lequel le Cameroun avait dit qu'ils vont encore investir à peu près, je crois, 3 000 milliards de dollars. Dans le DSC. Oui, en 10 ans, de 2010 à 2020. À l'époque, le Cameroun avait une production énergétique de 1,2 gigawatts. 1,2 gigawatts. Alors, dans ce plan, on disait que le Cameroun va passer de 1,2 gigawatts à 3 gigawatts. Et le besoin énergétique au Cameroun, estimé en 2020, devrait être de 2 gigawatts. Vous comprenez un peu? Alors, il s'avère donc qu'en 2020, nous sommes plutôt aujourd'hui estimés à 1,75 gigawatts. Donc, et le besoin énergétique au Cameroun aujourd'hui est de 3 gigawatts. Or, en 2010, on disait le besoin sera de 2 gigawatts, mais le Cameroun va produire 3 gigawatts et va exporter 1 gigawatt vers le Gabon et le Congo. Et on parlait de l'interconnectivité, c'est-à-dire qu'on va connecter le Cameroun, le Gabon et le Congo afin de pallier à ces problèmes. Parce qu'il va y avoir 1 gigawatt de plus. Mais malheureusement, tout à l'heure, quand on voit par exemple la croissance énergétique qui est de 6%, on se rend bien compte que même les experts sont trompés. Au lieu qu'on soit à 2 gigawatts, nous sommes plutôt à 3 gigawatts. Donc c'est ça le problème. Et souligner également aux Camerounais qui comprennent très bien. Et j'ai bien aimé l'approche de l'économiste
expliqué ici, qui nous a démontré à quoi on devrait parler. Mais je dirais aussi les zones industrielles. Vous savez, M. Serge, dans les fortes révolutions, la révolution industrielle du 18e siècle, ce qui a été à base de révolution, c'est l'électricité, c'est le courant, c'est l'énergie électrique. Le 19e siècle, c'est le courant, c'est l'énergie électrique. C'est-à-dire que si on arrête tout, alors on va revivre dans la primauté. C'est-à-dire après cela, après l'électricité, il y a eu la grande révolution industrielle, après il y a eu la révolution du plastique, qui a amené tout ce qu'on a connu, parce que tout aujourd'hui est plastique. Donc, comment est-ce qu'un pays qui va être émergent en 2035 n'arrive pas à produire suffisamment d'énergie, même pour la consommation domestique et également pour la consommation industrielle? Est-ce qu'une entreprise peut s'installer au Cameroun et peut vraiment valoir? Non. Et nous sommes encore là dans les causes. Et on parlera peut-être des conséquences après. Donc, il faudrait que les gens comprennent que l'approche littéraire qui nous apporte aujourd'hui sur de l'estage qui se produit à Douala et partout n'est l'approche littéraire. La réalité, c'est parce que le Cameroun n'arrive pas à créer l'offre énergétique. Le Cameroun n'arrive pas à investir comme il se doit. Et souligner que le barrage par exemple, de Menvele, ce gros téléphone blanc qu'on aime pas le Camerounais, au départ était estimé à 600 milliards de francs CFA pour une production de 250 MW. Aujourd'hui, ce barrage-là a coûté plus de 700 millions au projet camerounais. Et quand on fait le ratio de 700 milliards de francs CFA pour 80 MW, donc vous vous rendez compte donc, que le mégawatt de ce barrage-là nous coûterait à peu près 9 milliards de francs CFA. Bon, je vais d'abord m'arrêter là, oui, et qu'on comprenne qu'on devrait varier l'offre énergétique et accentuer sur la production énergétique pour pallier à cela. Willy Kenyé, vous êtes issu de la société civile. On sait la réaction. C'est-à-dire que lorsque, comme a dit Edmond Kouyaté, le rationnement, c'est-à-dire que interruption volontaire, un secteur pour que les autres soient alimentés. Pourquoi le peuple n'arrive pas à comprendre cela? Je voudrais déjà dire à M. Nguipi, parce qu'il a voulu isoler un peu ça dans un cadre parlant d'avant, je voudrais que c'est un problème général qui concerne tous les Camerounais en ce moment. Oui. Et la question qu'on devait s'interroger, pourquoi en ce moment? C'est ça la question, parce que moi, je sors du côté de Bepanda. Vous êtes d'accord avec moi que ça fait quelque temps, la population de Bepanda était obligée de barrer la route, et à l'instant, il y a eu une solution. À IPF, l'autre jour, du côté des Sables, on a vécu la même situation. La solution est venue peut-être, comme m'a dit Edmond Kouyaté, c'est-à-dire que, est-ce qu'on n'a pas donné satisfaction aux populations de Bepanda parce qu'elles sont sorties dans la rue et on a privé un autre secteur de la ville d'énergie électrique? C'est pour cela qu'il dit il y a un problème. Ça résout le problème? Non, il y a un problème. Le problème, c'est que je crois que le vrai problème, c'est Néon. Pourquoi? Parce que nous, quand nous sommes en saison pluvieuse, nous ne vivons pas la même chose. En saison, nous nous interrogeons sur la question pourquoi à tout moment c'est des délestages? Pourquoi c'était certaines zones? Parce que nous vivons, il y a des zones où ils ne parlent pas de coupure de lumière. Il y a certaines catégories de personnes qui ne vivent pas la même situation que nous. Alors en réalité, nous devions nous dire aujourd'hui que... Certaines catégories de personnes, comment? Il y a des quartiers que nous sommes d'accord qu'ils n'ont pas de délestage. Même si nous en avons, c'est moins que Makepe Misoke. C'est moins. Vous êtes d'accord avec moi? Je dis tout simplement que le problème, c'est Enéon. Le problème, c'est l'entreprise Enéon qui n'arrive pas à s'organiser, qui n'arrive pas aujourd'hui. Et le vrai problème, nous, en tant que société civile, je me dis que le problème, ce n'est pas seulement le délestage. Regardez certains poteaux aujourd'hui qui ne donnent pas satisfaction, qui n'honorent pas l'image de notre pays, par conséquent affectent notre système politique. Parce que je suis sûr que M. Nguipi dira que c'est le RDPC. Parce qu'en réalité, vous saviez, quand une entreprise n'arrive pas à donner satisfaction directement, on voit toujours auprès, je veux dire, le bout émissaire. C'est pour dire tout simplement que nous sommes aujourd'hui dans une société où la plupart des personnes aujourd'hui ne jouent pas pleinement leur rôle. Je veux prendre le cas de Enéo aujourd'hui qui a affecté le système aujourd'hui n'honore pas la plupart des Camerounais. Il a parlé de Menvele, il a parlé de le barrage Menvele aujourd'hui. Je vais vous rassurer que ce n'est pas encore opérationnel. C'est le rêve de tous les Camerounais. Il y a des pays qui n'en ont pas. Il y a des pays qui n'en ont pas. Menvele opération, monsieur, 80 MW. Je vous dis qu'il y a des pays qui n'en ont pas. C'est ce qui se passe actuellement. Il y a des pays qui n'en ont pas. Remercie au moins parce qu'aujourd'hui, dans notre pays... Quel pays n'a pas un barrage hydroélectrique? Il y a des pays qui n'en ont pas. Mais aujourd'hui, au Cameroun, chez nous, on a au moins accepté au moins qu'on a commencé et qu'aujourd'hui,
il y a un peu de solution. Il ne faut pas dire qu'il n'y a même pas un début. Quand vous le dites, ça veut dire que vous n'êtes pas on peut entrer dans votre forme politique pour comprendre en réalité que vous n'êtes pas d'accord sur certaines formes, mais vous voulez directement associer les Camerounais à ce genre Entre la peste et le choléra, on choisit quoi? Non, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas obliger les Camerounais à choisir ce genre de phénomène. Je dis non. Nous sommes d'accord au moins qu'il y a un début de solution. Maintenant, depuis la décentralisation aujourd'hui, qui a aujourd'hui apportera la solution parce que de manière effective ou bien de manière normale. En 37 ans, vous n'avez pas pris de solution, vous l'avez apporté même vous, en 2020. Je suis sur M. Nguepi, quand vous avez 17 ans, vous n'avez pas donné la solution à votre famille. Mais aujourd'hui, vous avez la solution. Donc, après 37 ans, vous avez une solution. Même vous, aujourd'hui, vous rationnez chez vous. Aujourd'hui, vous donnez un sens à votre famille. Mais quand vous avez 20 ans, vous n'étiez pas capable d'apporter la solution à votre famille. Mais je ne vois pas le rapport. C'est pas ça le rapport. C'est pour vous dire tout simplement qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se faire, même s'il y a des restages. Nous sommes d'accord que tous les Camerounais en ce moment sont victimes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de faire? La décentralisation qui est en vue, je suis sûr que chaque mairie prendra sa responsabilité. Et qu'est-ce que les maires ont à voir dans les stages? Donnez-moi la coupe. Non, si vous dites comme ça que les maires n'ont rien à voir. Dites-moi. Est-ce que vous saviez, la dernière fois quand la route était barrée à Douala 5e, vous savez qui a donné la solution de manière immédiate? Si vous ne connaissez pas, demandez. C'est la mairie. En quoi faisant? C'est pour dire que quand on appelle la mairie, même si de manière, il l'appelle, il prend des dispositions pour qu'il y ait au moins un début de solution. Quand nous voulons dire tout simplement que nous sommes d'accord qu'il y a des choses qui ne sont pas faites. Il faut reconnaître. Mais ne dites pas aux Camerounais que les choses ne sont pas faites. Vous pouvez aller à Makepe Misoke et dire aujourd'hui qu'il y a quand même 2 ans, les gens dormaient dans l'eau. Mais aujourd'hui, allez à Makepe Misoke, voir la même population avec les drains pour dire au moins que les choses ont été faites. Nous sommes d'accord qu'il y a des restages. Nous sommes d'accord qu'il est en train d'incriminer les Camerounais, de mettre les Camerounais dans une position où personne n'est content. Mais ne dites pas qu'il y a des choses qui ne sont pas faites. Ça, nous, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je vais répondre. Il ne faudrait pas incriminer l'entreprise ici. Comme a dit Edmond Kouyaté, lorsque la demande est forte, ok? On nous a fait comprendre que la récurrence des délestages vient en fait du déséquilibre entre l'offre et la demande. Bien sûr. C'est tout. Comme a dit Edmond, délestage, interruption volontaire pour donner satisfaction à une autre personne. Voilà pourquoi. Est-ce que vous comprenez que la population vive ça très mal, Edmond Kouyaté? Je comprends. Pourquoi? Que la population vive ça très mal, c'est normal lorsque on sait que l'énergie est à la base de tout. Oui. Même pour le minimum de confort de vie. C'est-à-dire que si on retire à l'énergie sa dimension la plus importante, qui est la dimension économique, qui ne lui reste que la dimension domestique, c'est-à-dire faire tourner votre ventilateur, allumer votre congélateur à la maison, garder un bout de pain ou je ne sais pas trop quoi dans votre petit freezer, rafraîchir de l'eau. Je vais dire uniquement pour le confort domestique, on peut comprendre, n'est-ce pas, le désagrément des populations. Ça peut se comprendre. Mais pour ne pas se jeter dans des guerre de chiffonnier, il faut peut-être recentrer le problème. C'est quoi le problème? Il faut savoir qu'en 1974, le président Amadou Ahidjo prend un décret pour la création de la SONEL. La SONEL. Et lui assigne 3 missions, qui est de produire, de transporter et de distribuer l'énergie électrique dans toute l'étendue du territoire pour le bien-être des populations. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, avons-nous été capables d'assumer cette mission depuis 1974? Et il faut savoir que le second décret qui suivait la création de la SONEL, c'était le décret portant nomination d'un directeur général qui s'appelait à l'époque Niat Difendi Marcel. Une fois nommé à la SONEL comme directeur général, le directeur Niat Difendi Marcel, aujourd'hui président du Sénat, a fait quelque chose de formidable, ça il faut le dire. Il a fait venir des ingénieurs de EDF, Électricité de France, qui ont parcouru toute l'étendue du territoire camerounais pour identifier les sites
potentiel de construction de barrages hydroélectriques. Ils en ont identifié au total 112 sites potentiels de construction de barrages et de mini-barrages hydroélectriques, pour un potentiel total de 25 000 mégawatts. 25 000 mégawatts. Il y a de quoi satisfaire largement l'ensemble, les 472 000 km². Largement. Aujourd'hui, lorsque vous additionnez EDEA, Songolo, Lardo, Menkim, Memvele, ça vous donne un total de 960 mégawatts de capacité énergique disponible. 960. Parce que les gens parlent de 1700, non. Capacité disponible, c'est 960 mégawatts. Alors, le ratio, n'est-ce pas, entre ce que nous avons exploité et ce qui est disponible, entre le concret et le potentiellement disponible, est de moins de 4%. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Cameroun n'a même pas encore exploité 5%. Voilà, moi mes informations me disent que 3%. 3%, voilà. C'est pour ça que j'ai dit moins de 4%, parce que rationnellement, c'est 3, quelque chose. Donc, 3%, c'est réellement, n'est-ce pas, concrètement, n'est-ce pas, ce que nous exploitons aujourd'hui sur notre potentiel réel de 25 000 mégawatts. Et donc, il faut le dire, nous n'avons pas été capables, au jour d'aujourd'hui, de remplir les missions qui ont été assignées, n'est-ce pas, à la SONEL en 1974. C'est de ça dont il est question. Et il faut savoir qu'à côté de cela, nous avons essayé de faire du bricole et ça nous rattrape aujourd'hui. Nous avons jeté de l'argent là où il ne fallait pas en construisant des centrales thermiques, des centrales à gaz, des centrales à feu lourd. Les centrales thermiques, c'est des centrales à feu lourd. Il y en a un à Limbé, il y en a l'autre ici à Yassa, à Douala, et il y a la centrale à gaz à Kribi. Sauf qu'aujourd'hui, il faut le dire, ces centrales ne nous servent à rien. Déjà, premièrement, et de manière péremptoire, on n'en avait pas besoin, parce que ça, ce sont des solutions dans les pays qui ont un faible potentiel hydraulique. Ces pays-là font recours à ces solutions-là, centrales à fuel lourd, centrales thermiques, centrales solaires et autres. Mais nous, au Cameroun, on a de quoi produire suffisamment d'électricité, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs sources de production d'énergie électrique, mais il y a deux qui sont préférentielles parce que ça coûte moins cher. Il y a, n'est-ce pas, le nucléaire qui coûte très moins cher, et il y a l'hydroélectrique qui coûte très moins cher. Le reste, ça coûte très cher parce que le coût de production, n'est-ce pas, dans des centrales à feu lourd, à minima, à la production, c'est 45 francs. Si vous ajoutez le transport, qui est de, je crois, de 15 francs ou un peu plus, ça vous renvoie à 60 francs. Or, on doit vendre l'électricité pour les plus pauvres au Cameroun, je crois, à 70 francs, c'est pas important. Et aujourd'hui, avec la guéguerre qu'il y a entre SONEL et l'État, il n'y a même plus d'argent pour ravitailler le fuel, pour acheter le fuel, pour faire tourner ces centrales. Parce que d'un côté, la SONEL dit l'État me doit beaucoup d'argent, et la SONEL, et puis ceux qui fournissent le fuel à la SONEL disent toi aussi tu me dois beaucoup d'argent. Et donc ces guéguerres-là font qu'aujourd'hui, ces centrales ne sont pas fournies en fuel et donc ne tournent pas. Donc ça devient des mauvais investissements. Si on avait mis cet argent pour faire exploiter, n'est-ce pas, notre réel potentiel d'hydro en hydroélectricité, je crois qu'on aurait au moins atteint 7 à 10%, n'est-ce pas, et ce qui nous aurait évité un minimum de problèmes que nous connaissons aujourd'hui avec le délestage et qui met très mal à l'aise, n'est-ce pas, les populations. Oui, je voudrais dire que concernant les chiffres, mon point ça parle de 900 MW disponibles. Oui, 900 MW disponibles dans l'hydroélectrique, disponibles à la consommation. Mais nous parlons de production parce qu'il y a trois facteurs. Il y a la production, qui est un souvenir que l'État est né. Il y a le transport et il y a la distribution. Et nous, c'est plus le facteur distribution. Bon, il faut bien revoir le cahier de charge. Vous comprenez un peu. Au Cameroun, il y a deux formes d'énergie qui sont produites. L'énergie hydroélectrique, même s'il veut bien dire que c'est pas cher qu'on sort, mais elle est polluante.
Parce qu'il faut détruire l'environnement. Donc aujourd'hui, c'est une énergie verte, mais certes, il faut détruire l'environnement. Donc aujourd'hui, les grandes institutions internationales ne financent plus franchement la construction des barrages électriques. Donc le problème, c'est que quand on veut construire un barrage électrique, il faut donc optimiser. Il faudrait pas, par exemple, qu'on investisse 700 millions de francs CFA, comme le cas de Mevele, dont on a programmé, on a prévu produire 250 MW, on se trouve à 80 MW. Donc aujourd'hui, quand un État s'engage à vouloir financer un barrage électrique, il s'agit alors que la levée des fonds est très délicat et difficile. Il faudrait donc employer la haute technologie et permettre donc comme plus d'optimiser. Au Cameroun, c'est qu'on n'optimise pas, on fait la production d'énergie électrique hydroélectrique, mais on prend au petit coup. Et ce qui est en dit, c'est qu'au Cameroun, on a 25% du thermique qui est produit. Le thermique n'est pas seulement, comme on l'a dit, du foie lourd et consomme. Il y a également, par exemple, dans la zone où j'ai tout dit, avec une terre, par exemple, à Ambam, c'est un groupe qui a une capacité de 1 MW jour et 4 litres de carbone dont on a besoin en bas pour faire pour qu'il puisse vraiment tourner. Donc, quand vous additionnez cela, je dis bien à la production, au Cameroun, nous sommes entre 1,6 à 1,7 gigawatts. Et donc, bon, maintenant, je mélange le thermique et l'hydroélectrique. Je parle des chiffres de production. Maintenant, si on prend les pertes, dans des transports, je peux donner raison qu'au niveau de l'hydroélectrique, on mettra cela. Ceci dans dit, je voudrais donc qu'on comprenne que le décret de 1974 que Amadou avait signé était bien mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y avait PowerCam. PowerCam opérait dans la zone du Nozo. Donc, dans le Cameroun occidental. Alors, PowerCam a été tué parce que PowerCam, cette zone produisait et il y avait une autosuffisance énergétique dans cette zone-là. Donc, ce décret était parce qu'il y avait une politique qui était là, en fait, d'assimilation. C'est-à-dire qu'il fallait assimiler ce qui était fait du côté anglophone, afin de le ramener du côté francophone. Et ça a été un échec parce que les anglophones avaient une certaine gestion de ces ressources-là. Ils savaient comment gérer. Et quand on a créé dans National, en fusionnant PowerCam et d'autres consorts, avec une mauvaise gestion. Aujourd'hui, là où ça se trouve, la zone où c'était produit, c'est mieux, ça n'existe plus. Donc, il faudrait qu'on fasse réellement la part des choses. Et je voudrais donc aussi dire que la capacité énergétique dont il a signé tout à l'heure en 1997 était de 25 gigawatts. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles avec l'avancée technologique, nous sommes à plus de 35 gigawatts. Donc, il y a environ 10 gigawatts qui devraient s'ajouter si on tient compte de la technologie actuelle, si on se base uniquement sur la production hydroélectrique. Donc, ce qui était de 25 gigawatts à l'époque, avec l'apport technologique d'aujourd'hui, on estime à 30 à 35 gigawatts. Est-ce que le Cameroun le fait? Non, le Cameroun ne le fait pas. Et c'est là où on va encore dire que mon ami RDPC a été magicien de dire que je vais tirer sur RDPC. Bien sûr, monsieur, je vais taper sur RDPC parce que depuis ce temps-là, l'UNC, on se rappelle depuis 61, qui existe depuis 64. L'UN n'est que le RDPC 66, ce n'est que la continuité du RDPC. Donc si on se retrouve avec PowerCam, qui a été assimilé pour devenir national, et qu'aujourd'hui, ce rapport de 74 qui a été mis sur pied pour qu'on ait 25 gigawatts n'a pas pu s'implémenter, et qu'aujourd'hui, on soit à peine à 1,6 gigawatts de production, alors à qui la faute? Bien sûr, LPC, parce que depuis sur LPC qui sont aux affaires. Voilà pourquoi vous avez vu, monsieur Serge, il faudrait qu'on parle un peu des solutions, qu'on dégage ce qu'on devrait faire. Une minute. Oui, si vous me permettez de chuter, donc il faudrait donc qu'on se dise que au Cameroun, on devrait accentuer plus sur la production et qu'on devrait vraiment expliquer aux Camerounais que ça ne sert à rien de tuer incriminer Eneo. Eneo aussi, c'est le distributeur. Il y a 3 composantes. Il y a la production, il y a le transport et il y a la distribution. Est-ce que le fait qu'on ait des coupures dans les quartiers, on va toujours dire Eneo, c'est trop facile, mais qui est en charge de la production? C'est bien l'État du Cameroun, avec un consortium. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi on ne les discrimine pas? C'est trop facile pour vous de dire c'est Eneo, mais Eneo, il sait qu'il distribue. Je ne veux pas être l'avocat défenseur d'Eneo, parce qu'Eneo, si lui aussi devrait aussi, il faut aussi l'entretien des réseaux, de son réseau de distribution. Il ne le fait pas. Donc, ce sont toutes ces choses-là qu'il faudrait peut-être revoir le cas des charges et peut-être maintenant envisager de libéraliser le secteur énergétique. Monsieur, ce genre de truc, je vous dis par exemple qu'à Kyoto, par exemple, le courant de Néo, on a dit comme ça, le groupe qui est bas pour Néo, il y a une centrale là-bas et ça, il y a une partie économique qui va citer son nom, on a signé un budget qui fait que le courant vient entre 19h et 22h, ça repart. Vous voyez? Mais il y a des gens là-bas qui ont des groupes et qui donnent... Vous dites seulement 19h, 22h. 19h, 22h, pas de Kyoto. La frontière avec la Guinée et le Gabon. En journée, il n'y a pas d'énergie. Je vais vous expliquer. Il me chiffre très nombreux. Et il y a maintenant des gens là-bas qui ont des groupes et qui revendent l'électricité.
Donc aussi, en fait, il y a une libération du secteur énergétique. Et il y a des gens qui ont des groupes du secteur capacité et qui donnent à leurs voisins. Donc, c'est comme ça que fonctionne. Donc, vous avez aussi, il y a une qui se trouve à une chaîne de là, vous avez de la lumière, mais vous avez Eboron, qui est là du côté du Gabon. Ils sont en train d'amener du courant de Bitam pour Eboron et jusqu'au poste frontière. Mais je vous dis, à Kiossi, quand il est minuit, monsieur Serge, c'est pas Kiossi, nous sommes au village, nous sommes dans l'obscurité. L'obscurité dans votre parti, RDPC, nous a carrément plongé. C'est le RDPC qui met Kiossi dans le noir? Bien plus, ils n'ont pas pu mettre sur pied devant les productions énergétiques. Ils veulent donc parler, vous dites, tout à l'heure, vous avez parlé de la décentralisation. Je suis d'accord avec vous. Si par exemple on avait libéré le secteur énergétique camerounais, ça aurait permis, puisque les maires peuvent créer des sociétés, alors les maires auraient pu créer des sociétés de distribution et de production énergétique et auraient résolu ce problème-là dans leur localité. Mais comme le secteur n'est pas libéralisé, vous comprenez donc que vous ne pouvez pas parler ici des maires parce que c'est un domaine dont ils ne maîtrisent pas. Ok, Willy Kenyé, justement, certaines personnes pensent que ce sont en fait la demande, c'est-à-dire ces nouveaux raccordements qui entraînent ces délestages. La demande est de plus en plus forte et il faut satisfaire cette demande. Je crois que aujourd'hui, je peux vous donner raison parce que vu ce qui se passe sur le terrain, ça peut être vraiment ce que vous êtes en train de dire. Je voudrais remercier Edmond parce qu'Edmond a essayé quand même de percer l'abcès, de dire quand même la vérité aux Camerounais, contrairement à M. Nguepi qui nous amène dans un couloir comme ils ont l'habitude de le faire. Mais je ne veux pas l'en vouloir parce que c'est leur rôle. En réalité, M. Edmond nous dit qu'il y a des années, l'actuel sénateur, qui est le président du Sénat, avait mis des bases, avait apporté des solutions. Et nous savons tous que la plupart des poteaux, ça date au moins 2 à 3 ans, qui arrivaient partout dans le Cameroun, ça a été fait par le sénateur. Et on avait plus de solutions. En son temps, je crois que les Camerounais avaient peu de problèmes. Mais aujourd'hui, il nous dit aujourd'hui qu'on ne peut pas incriminer Eneo. Et il nous donne directement la responsabilité à RDPC. Moi, je voulais lui dire tout simplement que c'est un faux débat. Le débat aujourd'hui, c'est que Eneo a échoué, n'a pas joué véritablement son rôle. Et il est question aujourd'hui qu'on recadre Eneo. Maintenant, si vous voulez donner la responsabilité de... Est-ce qu'Eneo est le producteur de l'énergie? Vous ne produit pas. Monsieur Edmond vient de vous rappeler, Monsieur Edmond, tu viens de vous rappeler ici qu'en 1974, l'État du Cameroun a donné à la SONEL la possibilité de produire, la possibilité de transporter et la possibilité de... Ce n'est donc pas le cas aujourd'hui. Permettez, ne m'étouffez pas, ne m'étouffez pas. C'est étatique, hein. Laissez-moi, je vous explique. Aujourd'hui, permettez-moi de dire que Eneo étant l'entreprise qui a pour solution d'apporter la lumière aux Camerounais. Tout le monde le sait. Maintenant, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a des délestage. Vous les êtes en train de dire aux Camerounais qu'il y a des messieurs qui demandent qu'il ne doit pas avoir de lumière à Kiossi parce qu'ils vont transformer le groupe ou bien la SONEL en vente de ce qu'on vous êtes en train d'expliquer. Moi, je voudrais vous dire, dites aux Camerounais des choses qu'ils peuvent entendre et que vous pouvez apporter les preuves. Vous pouvez apporter les preuves. Ce que vous êtes en train de dire, c'est faux. Êtes-vous déjà à Kiossi, monsieur? J'ai été plusieurs fois à Kiossi cette année. Ce que vous êtes en train de dire, c'est faux. Ce que vous êtes en train de dire, c'est faux. Il y a la lumière à Kiossi. Nous pouvons être d'accord qu'il y a des lestages. Mais dire qu'il n'y a pas de lumière à Kiossi, c'est un faux débat. Je veux que vous dans le MSC, vous êtes comme les adeptes. Non. Nous sommes dans une vision. Je dire cela. Je vous dis parce que... Non, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de lumière à Kiossi, non. Quand vous dites qu'il n'y a pas de lumière à Kiossi, monsieur, on nous écoute les Camerounais, monsieur. Dites aux Camerounais qu'il y a la lumière à Kiossi. Non, rectifiez votre mot. Dites aux Camerounais qu'il y a la lumière à Kiossi. Dites aux Camerounais qu'il y a la lumière à Kiossi. Votre Kiossi, c'est un masque bien, c'est sûr. Dites aux Camerounais, les Camerounais vous suivent. Non, sincèrement. Quand vous dites qu'il n'y a pas de lumière à Kiossi, c'est avec le groupe. Vous mentez, monsieur. Nous sommes en Dieu vision. Je vous dis qu'il peut y avoir des laissages comme ça se fait à Douala, comme ça se fait à Banjul, comme ça se fait à Kopi. Je pense avoir bien spécifié. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous sommes en train d'interroger la conscience de Eneo pour dire à Eneo qu'il y a un véritable problème au Cameroun aujourd'hui et qu'à l'heure, si nous ne pouvons pas comprendre qu'à tout moment, nous allons parler de délestage. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas avec Eneo? Est-ce que c'est le problème du gouvernement? C'est ce que vous êtes en train de dire. Nous disons tout simplement qu'il faudrait que Eneo refait sa base. Pas seulement le problème de délestage, parce que même les problèmes de poteaux. Allez à Bepanda, voyez les types de poteaux que Eneo aujourd'hui utilise.
Allez dans les villages, voir le type de poteau que M. Niad Difendi a mis il y a des années. Aujourd'hui, on n'a jamais changé. Nous demandons à Eno de revoir et de remettre en question la plupart, parce que vous parlez peut-être, vous êtes plus seulement accessible, vous dites que vous êtes en bas, nous vivons à Douala, nous vivons la souffrance depuis un certain temps, nous vivons le délestage chaque jour à Bepanda. C'est pour dire tout simplement que ce n'est pas votre problème seul. Et la manière que le MSC prend, je suis d'accord que vous avez envie de nous remplacer, mais laissez-nous le temps parce que nous avons encore le temps. Et nous parlons de décentralisation aujourd'hui et nous disons tout simplement que ce type de problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui peut être résolu de manière immédiate après la décentralisation. Parce que ça doit être effectif à partir du 9. Vous comprenez? Donc, vous ne connaissez pas la décentralisation, vous avez refusé de participer. Laissez-nous vous donner un peu de leçons parce que vous avez refusé d'apporter. Non, laissez. Et nous allons vous dire que les problèmes de Camerounais vont être résolus, le problème des lumières désormais, chaque maire peut apporter la solution à son peuple. Parce que l'État a affecté au moins 15% de ses revenus en ce qui concerne les familles. Ok. Edmond Katé, sur cette... les Camerounais nous regardent. Qu'est-ce qu'on peut apporter donc comme solution à ce problème? Est-ce qu'on peut résoudre ce problème de rationnement, de délestage? Parce que depuis, on sent que la courbe va plutôt crescendo. Ouais, effectivement, Alain, vous faites bien de le dire. Je voudrais, avant d'apporter des esquisses de solutions, je voudrais déjà qu'on essaye de rester... oui. Voilà. Et puis, M. Nguépi, il ne faut pas... Ne mélangez pas les choses. Quand vous parlez d'énergie verte, on n'est pas encore à ce niveau. Vous savez, les solutions, on implémente les solutions pas parce que ça se fait ailleurs, mais on implémente les solutions en fonction de son potentiel, en fonction de ses atouts. Vous voyez, vous ne pouvez pas remettre en cause aujourd'hui dans un pays comme le Cameroun la production de l'énergie à travers l'hydroélectricité. Ce n'est pas possible parce que vous allez aller chercher les solutions de l'énergie verte. On va vous demander par exemple de produire l'énergie à l'éolienne par exemple. Vous n'avez pas de quoi le faire. Si vous ne pouvez pas produire ce qui est plus facile, vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui on n'arrive pas à lever les fonds pour construire des barrages. Ce n'est pas vrai. Je suis dans ce secteur, je fais dans les levées de fonds. Personne ne refuse d'investir dans les barrages. Je dois encore vous dire que jusqu'à il y a quelque peu, il y avait des investisseurs qui voulaient investir. Vous savez que le plus grand potentiel hydroélectrique en Afrique, c'est au Congo. N'est-ce pas, sur le fleuve Congo, sur le plus gros potentiel, oui, en RDC. Il y avait même un projet de faire un barrage là-bas pour produire l'électricité et vendre jusqu'au Nigeria, un peu partout dans l'Afrique, jusqu'en Égypte même. Et donc, aujourd'hui, il est question qu'au Cameroun, qu'on réfléchisse primo sur comment exploiter le potentiel hydroélectrique que nous avons, parce que nous en avons, et comment investir normalement, parce que ce qu'il se fait jusqu'à présent, c'est un peu du désordre, il faut le dire, c'est du gaspillage, c'est de la gabegie, parce que, vous savez, le coût de production du mégawatt à travers les barrages tels que définis par la Banque mondiale, c'est $1 million, soit sensiblement 600 milliards de francs. 600 millions de francs. 600 à peu près. Mais 600. C'est à combien? Mais si vous voyez à combien on construit les barrages chez nous aujourd'hui, c'est de la gabegie, tout simplement. Vous allez prendre le barrage de Memvele par exemple, on est à plus de 700 milliards de francs pour une capacité réelle de 80 MW aujourd'hui en fluctuation de 100 jusqu'à 115. Bon, on va vous dire que c'est parce qu'il y a une turbine qui a lâché, qui ne marche pas. Mais écoutez, on va vous dire également qu'il faudrait une turbine supplémentaire. Non, mais moi, quand j'entends tout ça, moi, ça me fait tellement mal à la tête parce que pour un projet de telle envergure, nous savons que les études sont hyper détaillé, c'est-à-dire on ne s'amuse pas. Les études de faisabilité, que ce soit les APS, que ce soit les APD, on ne s'amuse pas. L'avant-projet sommaire est détaillé et l'avant-projet détaillé
quand on dit c'est-à-dire que c'est tellement détaillé que vous ne pouvez pas vous permettre, même lorsqu'il y a des surcoûts, des rallonges de coûts, des avenants et autres, dus à des imprévus, ça ne dépasse pas 5%. Mais aujourd'hui, on est à 100 fois le coût de production, n'est-ce pas, d'un mégawatt au Cameroun. Ce n'est pas normal. Il faut le dire que ceux qui sont en charge de ces affaires-là n'aiment pas beaucoup les Cameroun et les Camerounais. Parce que, honnêtement, je dois le dire comme ça, lorsqu'on a vendu ces projets, ces différents projets au président Biya, c'était en 2010 dans le DSCE. Oui, le DSCE, oui. Il a tout fait pour trouver de l'argent pour ça. Il a signé les décrets qui habilitaient, n'est-ce pas, le ministre de l'économie à trouver de l'argent, à faire des prêts pour investir dans ces projets. Au lieu que les gens utilisent cet argent à bon escient, ils ont gaspillé de l'argent et aujourd'hui, Memvele n'est que l'ombre de lui-même. Mais c'est un éléphant blanc, Alain. Au lieu de nous produire 250 mégawatts comme c'était prévu, aujourd'hui on est à 80, avec une fluctuation, n'est-ce pas, je crois de 20 ou de 25, qui pourrait porter en optimal à 115. Ce n'est pas normal. Mais qui me pareil. Les gens nous ont tellement gaspillé de l'argent, je crois que c'était pour 10 mégawatts ou 16 mégawatts. Les gens, 15 mégawatts, les gens sont à plus de 200 milliards de francs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, Alain. Il faut dénoncer ces choses-là. Parce que, à la fin... Avec 15 mégawatts. 15 mégawatts. Mais on est à plus de 170 milliards de francs. Est-ce que c'est normal? On est à plus de 200 milliards de francs. Ce n'est pas normal. On ne peut pas faire ça dans un pays. On a beaucoup de sites qu'on pouvait exploiter. Il y a le site de Mentum, dans le Nord-Ouest, qui est un potentiel énorme. On pouvait avoir jusqu'à, je crois que le potentiel là-bas, ça va jusqu'à plus de 300 mégawatts, jusqu'à 500 mégawatts. Vous vous rendez compte? Au lieu d'aller gaspiller cet argent comme ils l'ont fait à Memvele, comme ils l'ont fait, on aurait pu prendre une partie de cet argent pour investir sur d'autres sites et qu'on aurait eu de l'argent. Autre chose, vous avez parlé tout à l'heure, j'ai suivi les guéguerres entre, d'une part, Sonel et je crois. Il faut savoir que, justement, il y a un problème. On a créé une loi en 2011. Et je crois que c'est ça qui pose trop de problèmes. En 2011, qui libéralisait justement le secteur et qui retirait à la Sonel certaines de ses missions pour les, n'est-ce pas, remettre à la Sonatrel. Donc aujourd'hui, effectivement, Monsieur Nguépi peut avoir raison de dire que la Sonel va se dédouaner en disant je ne distribue que ce qui est mis à ma disposition. Je ne produis pas. Effectivement, la Sonel aujourd'hui est en droit de dire je ne distribue que ce qui est mis à ma disposition. Et donc c'est la Sonatrel aujourd'hui qui fait problème. Mais seulement les habitudes ayant la peau dure. Vous savez, dès qu'on parle énergie électrique au Cameroun, les gens parlent Sonel. Les gens ne savent même pas que la Sonatrel existe. Tout le monde connaît sur la Sonel. Voilà, merci. On revient après le journal. Le temps d'aller à la rencontre de Cédric Noufélé qui est déjà là pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons des performances de la régie du terminal à conteneurs au port autonome de Douala, un mois après l'entrée en service, où en étant avec la manutention des conteneurs et le chiffre d'affaires réalisé par l'autorité portuaire de Douala, quels mécanismes de transparence ont été mis en place pour consolider ces performances? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons l'un des sports favoris à la fonction publique. C'est l'attribution frauduleuse des salaires. Dans ce journal que vous suivrez dans un instant, Serge Alain, vous verrez comment il existe des Camerounais travaillant pour l'État, mais qui perçoivent des salaires comme s'ils étaient employés à l'étranger. Ils ont été démasqués. Cela fait perdre à l'État près de 34 milliards de francs CFA. Nous en parlerons ce soir. Nous évoquerons les échos de campagne avec le SDF qui compte mettre sur pied une brigade antifraude dans le but de sécuriser les votes au soir du 9 février prochain. Quelle peut être l'efficacité d'une telle brigade? Comment les autres formations politiques sont-elles en train d'aller vers la fin de cette campagne électorale? Nous ferons le point ce soir. Voilà, Cédric Noufélé, vous dites que le SDF met la baffe
Une brigade anti-fraude, annonce faite par des têtes de liste SDF dans la circonscription électorale de Voury-Est. Objectif, sécuriser les votes. Les mécanismes, le mode d'emploi, nous en parlerons dans quelques instants. Voilà, madame, monsieur, c'est dans la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos invités pour débriefer le journal de Cédric Nouffelé qui vient dans un instant. Le double scrutin. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Il nous a rejoint sur ce plateau, lui c'est Moseline Djebaï de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, tête de liste UNDP aux législatives de dimanche prochain. Il est là sur le plateau, Edmond Kouyaté est là, il est également là Alexis Nguepi et Willy Kenyé. Willy Kenyé, comment vous accueillez la mise sur pied de la BAF? Je veux dire que c'est une honte pour le SDF. Pour qui? Pour le SDF. Comment ça? Je m'explique. Parce qu'il y a deux choses m'intéressent. Deux personnes m'intéressent dans ce processus ou bien dans ce problème du SDF. Il y a l'honorable Ninche, il y a le maire de Douala 3, le maire sortant. Il faudrait que le SDF, que l'honorable Ninche soit capable de dire à la population qu'à l'Assemblée nationale, ils ont ce qu'on appelle souvent les micro-projets qui sont prêts et chaque année doivent investir. Non, qu'est-ce que ça a à voir avec la BAF? Je voulais arriver, permettez. Ça veut dire que... Non, on va pas... Non, ils ne sont pas sur ce plateau. Non, on commente l'actualité. Les gens n'ont pas apporté la solution à la population. Oui. Et aujourd'hui, on trouve qu'ils sont défaillants. Eux-mêmes trouvent qu'ils sont défaillants. La seule chose qu'ils peuvent trouver aujourd'hui, c'est de mettre ce qu'on appelle brigade anti-sadi. Brigade anti Non, la BAF. La BAF. Oui. C'est une brigade anti-fraude. Anti-fraude. Alors, je voudrais relever ici... Il s'adresse à qui? Pourquoi? Je ne sais pas à qui s'adresse, mais Vous ne savez pas? Je voudrais dire tout simplement que tout à l'heure, je voudrais remercier des milliers de mototas qui m'ont accompagné aujourd'hui dans le Douala 5e. Nous sommes passés à Makepe Misoke. Malheureusement, nous sommes tombés là où le SDF est en train de faire son meeting. Je le tenais et je dis parce que la population nous suit. Et la population de Makepe me regarde en ce moment. Des milliers de mototas qui sont passés, le SDF n'avait pas 200 personnes. Et ils attendaient M. Ninche. M. Ninche va dire à la population aujourd'hui qui n'est plus représentative que de travailler sur le terrain. Moi, je l'encourage à travailler plus sur le terrain que de mettre des trucs qui n'existent pas parce qu'on ne sait pas à qui il s'adresse et à quoi ça va servir. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui les manquent aujourd'hui. Nous disons aujourd'hui le RDPC... N'est-ce pas légitime de protéger son vote? Non, et peut-être que nous sommes d'accord que c'est légitime, mais aujourd'hui, ça ne paye plus à Douala 5e. Le RDPC est assis à Douala 5e. Seuls les mototaxis aujourd'hui, je rappelle que ce vendredi, nous allons lever plus de 10 000 mototaxis au lycée de Bépanda avec chasuble identifié qui auront les cartes de vote. Et je rappelle même Nietzsche qui vient voir, parce qu'en réalité, il faut travailler sur le terrain. Le RDPC est prêt à Douala 5e et après à s'exprimer dimanche. Ce n'est pas cadeau, ce n'est pas le cadeau. Ninche ou bien le LDF aujourd'hui a un problème, a une réalité sur le terrain. Ils ont perdu le terrain. La seule chose qu'ils ont à faire, il fallait qu'ils partent conquérir les hommes, les femmes qui aujourd'hui ne leur font plus confiance. Mais vous avez vu le meeting, non? Le meeting du SDF. Je vous dis, ces meetings, ils n'ont plus de meetings populaires. Ils n'ont plus des hommes. Aujourd'hui, le LDF a perdu la main à Douala 5e. Je vous dis parce que je suis de la société civile. Je veux vous prendre le cas des mamans aujourd'hui qui sont à Bépanda. Quand vous leur parlez du LDF, ils disent vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est pour ça que nous sommes fiers aujourd'hui parce que le MSC, aujourd'hui, nos militants, la plupart des militants du RDPC qui étaient emportés hier par le MSC sont revenus à la maison. Donc, de manière forte, nous allons nous exprimer ce dimanche et nous allons avoir qu'ils ne soient pas surpris de nos 100%. Ok. Vous vouliez tout de suite réagir? Je vais d'abord... permettez que je prenne l'avis d'Edmond Kouyaté qui, depuis qu'il suit le vocable BAF, il est très souriant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous amuse dans la BAF? Non, c'est juste que je constate que la création des brigades est devenue depuis un certain temps, je vais dire, il y a de brigades anti-sardines, brigade des patriotes, brigade, tellement de brigades, mais bon, aujourd'hui on en est à la brigade anti-fraude. Ça, c'est le SDF. C'est vrai que il y a cette rengaine que j'entends chaque fois. Il faut surveiller son vote. Il faut sécuriser son vote. Mais sauf que je me demande toujours comment est-ce que ça va se passer. Je ne comprends pas. Ça dit que dans le modus operandi, je suis un peu perdu.
Nous connaissons le processus, n'est-ce pas, de dépouillement et, n'est-ce pas, de proclamation de vote. C'est défini, c'est codifié dans ce qu'on appelle le code électoral. C'est-à-dire que le dépouillement est public. On fait le décompte des voix, parti par parti, liste par liste, et ainsi de suite. Et ensuite, ce qui est communément accepté par tout le monde comme les résultats des urnes dans cette, dans ce bureau de vote, est consigné dans le PV. Est consigné dans un procès verbal qui porte la signature et des représentants des partis et du président du bureau de vote. Mais les partis de l'opposition convoquent très souvent l'article 115. C'est ça mon problème. Voilà. Ça veut donc dire qu'il y a forcément problème. Il y a problème. Et je veux toujours, j'attends que quelqu'un m'explique ce qu'ils entendent par sécurisation du vote. Parce que je dis, jusqu'au dépouillement, il n'y a pas de problème. Décompte des voix, il n'y a pas de problème, puisque c'est public et ça se fait en la présence de tous. Tout le monde est là, que ce soit les votants qui sont dehors, ceux qui veulent bien assister, ils sont là. Les représentants des partis politiques sont présents. Le représentant de l'ECAM est présent. Le président du bureau de vote est présent. Lorsque les résultats sont dépouillés, lorsqu'on a dépouillé et qu'on a arrêté le décompte des voix, parti après parti, et on consigne les résultats dans ce qu'on appelle le procès verbal. Sauf que c'est à partir de ce moment qu'il y a problème. Pourquoi? Parce que le procès verbal doit dûment porter la signature de tous les représentants des partis, y compris le président du bureau de vote. Sauf que, vous l'avez dit, il y a un article qui dispose qu'en cas de litige, seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. Ça veut dire que lorsque vous avez pris votre copie du procès verbal, quand vous avez traversé la porte là, c'est du papier hygiénique. Ça ne vaut que dalle. Vous ne pouvez pas le brandir devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, en cas de litige, en cas de recours, s'appuie exclusivement et suivant la loi. Et là, il faut pas aller incriminer le Conseil constitutionnel parce qu'il s'appuie sur ce que la loi lui demande. Parce que très souvent, on fait des conflits inutiles. Le président du Conseil constitutionnel et ses membres, s'il y a problème, il va demander où est le procès verbal de l'ECAM. Ça veut dire que si vous venez après dire que non, le jour du dépouillement, voici ce qui était, non, on va vous dire, vous gardez ça. Et c'est la loi qui le dit. Alors, je voudrais que quelqu'un me dise quel sera le rôle de la BAF. Est-ce que la BAF va se constituer gendarme derrière le garde de l'ECAM qui va, après dépouillement, prendre ses procès verbaux, partir? Parce qu'il y a un processus qui est décrit, il s'en va déposer ça, je crois, c'est chez le sous-préfet ou je ne sais pas trop chez qui est chargé d'acheminer ça à la commission départementale et je ne sais pas trop quoi. Mais toujours est-il que je voudrais qu'on me dise, qu'est-ce que la BAF va faire après dépouillement? Est-ce que la BAF va mettre un gendarme derrière le gars de l'ECAM pour lui dire allons ensemble déposer le procès verbal? Ce que la loi ne permet pas, c'est interdit. Le gars, il n'est pas tenu d'être accompagné par qui que ce soit. Okay. Alors, je voudrais qu'on m'explique réellement, peut-être qu'en causant avec l'honorable Nietzsche, il va nous dire comment il entend structurer sa BAF et quelles sont les missions qu'il entend lui assigner pour véritablement se rassurer que le suffrage exprimé sera celui, n'est-ce pas, par les populations, sera celui qui va faire office des résultats finaux. Donc, voilà, Moseline Djebaye. Je ne comprends pas. Je voudrais que quelqu'un m'explique. Moseline Djebaye, vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes tête de liste UNDP à Vouri-Est. Voilà. Est-ce que ce problème de sécurisation de vote se pose dans votre camp? Vous faites confiance au système électoral? Jusqu'à présent, je fais confiance au système électoral. Mais avant de le dire, j'aurais bien souhaité y revenir sur ce que le panéliste a dit tout à l'heure. Il a décrit le processus d'une élection jusqu'à la finalisation, c'est-à-dire les procès-verbaux, le décompte des voix. Et il a bien indiqué les articles qui donnent à la loi la force.
C'est même une des raisons pour lesquelles nous souhaitons aller à l'Assemblée nationale pour essayer de bouger un certain nombre de choses qui ne vont pas du tout. Parce que la loi dit bien que c'est le procès de l'ECAM qui est le seul lorsqu'il y a un contentieux. Il me souvient qu'il y a cela une dizaine d'années, fait à son âme, Madame la Présidente du RDFC de Douala 5e, fait à son âme, Madame Foning, vous rappelez bien que les élections avaient été reportées à cause d'un certain nombre de comportements. Ou peut-être il est dit que dans un bureau de vote, c'est un exemple que je donne, il faut peut-être 200 électeurs, mais elle avait produit des procès-verbaux où on trouvait 300, 400 électeurs. Alors tout ce monde s'est mis à crier. J'ai eu l'avantage d'être, depuis 1992, membre du bureau de décompte au niveau de la finalisation des élections législatives. Depuis 1992, j'ai toujours été le représentant de l'UNDC, donc je sais de quoi je parle. Maintenant, pour revenir à la problématique, une brigade qu'on lève, qu'on crée, bon, c'est bien pour tous ceux qui partent à une élection, y compris même les discussions que je venais d'entendre tout à l'heure. Mais je dois tout simplement dire que le Cameroun ne se résume pas entre le RDFC et le SDF. Il y a une génération montante. Il y a des nouvelles personnes qui viennent. Lorsqu'on prend le cas de 2 personnes ou de 2 formations politiques dans la circonscription de Bori-Est, vous constaterez aisément que chaque prétendant député au 9 a déjà fait 3 mandatures au moins. Il faut donc donner la possibilité aux autres, la chance aux autres d'apporter des aménagements, d'apporter une autre manière de voir, une nouvelle réflexion. Mais c'est aux jeunes de parler. Oui, bien sûr. C'est pour cela donc je dis tantôt que les brigades, on en crée maintenant, à tout moment. Les brigades, chacun se lève, il donne une identité pour ce qu'il y a déjà. Je crois qu'il y a des règles. Nous tous, nous sommes d'accord, nous qui partons à cette élection, que nous ne voulons pas de fraude. Voilà. Nous tous, nous sommes d'accord que nous ne voulons pas de fraude. S'il y a fraude, ceux qui seront des fraudeurs, je crois que la sanction populaire viendra pour leur dire que, avec des démonstrations qu'il y a effectivement eu la fraude. Donc il faudrait qu'on apporte des preuves qu'il y a eu effectivement des fraudes. Lorsque vous êtes dans un bureau de vote, et que dans ce bureau, il y a peut-être 5 partis politiques, et que les procès-verbaux des 5 autres partis politiques donnent le même chiffre, il est hors de question que notre procès-verbal, au-delà de la loi, dise que ce n'est que le procès-verbal qui a été d'une manière ou d'une autre qui se voit. Là, ça pose un véritable problème. Je crois que la concertation pour ce genre de débat regarde toutes les formations politiques. C'est là qu'il y a une question de moralité. Et c'est décourageant. D'autres personnes n'iront pas voter parce que lorsqu'on dit déjà qu'il y a fraude, ça ne pousse pas les gens à aller exprimer leur volonté, leur devoir de voter, d'assumer leur responsabilité. C'est pourquoi le MRC a décidé de se mettre en retrait. Je ne rentre pas dans le débat du MRC, c'est un parti politique qui a donné la preuve pendant les élections présidentielles qu'il a une assise populaire, extrêmement importante. Personne sur ce plateau, même ici au Cameroun, ne peut l'ignorer. Parce que sortir déjà deuxième à une élection présidentielle que nous avons tous connue et obtenir le taux qu'on nous a communiqué, je crois que c'est extrêmement important. Ce parti est un parti qui a à la tête un leader d'opinion. Un leader, je dis bien, d'opinion. Cela est entendu sur d'autres formations politiques. Moi qui vous parle sur ce plateau, je suis vice-président du comité central, l'un des vice-présidents du comité central de l'UNDC. Donc j'assume ma responsabilité. Je suis un leader d'opinion. Je ne dois donc pas me permettre de me mettre sur un tableau comme celui-ci à la télévision, essayer de dire un certain nombre de choses parce que ça a une portée incalculable. Incalculable. Il faut donc être assez mesuré, assez pondéré pour faire un certain nombre de choses. Nous sommes d'accord que le 9, qu'il n'y ait pas fraude. Ça, nous tous, nous sommes d'accord. Mais il ne faudrait pas qu'on aille au-delà, sans qu'il y ait des preuves pour pouvoir, n'est-ce pas, créer une situation qu'on ne pourra plus contrôler. Vous vous souvenez qu'à l'heure actuelle, nous avons déjà beaucoup de situations, s'il faut encore en ajouter d'autres, je crois que ce ne serait pas une bonne chose. Allons calmement, voyons ce que l'ECAM est en train de faire. Je crois que jusqu'à présent, l'ECAM n'a pas encore fauté.
Jusqu'à présent, il n'a pas encore fauté du point de vue de l'organisation. Nous aurons donc la matérialisation et la résultante, c'est-à-dire le résultat au soir du 9 à 18 heures, lorsque les voix seront décomptées dans l'ensemble du territoire national. Voilà la position de notre formation politique. Voilà, Alexis Nguepi, une des raisons qui vous a poussé, vos MRC, à ne pas aller à ce double scrutin, c'est justement le système électoral. Et vous avez suivi, ce qui nous réunit en ce moment ici, c'est le Social Democratic Front qui pense que il faut mettre sur pied cette brigade pour contrôler. Le MRC, le SDF le dit de manière empirique. Oui, la BAF, brigade anti-fraude. Ça me rappelle un peu cette brigade soulève la BAS. Ça veut dire qu'ils se sont inspirés un peu de la BAS. Bravo à la BAS, peut-être, je devrais dire ici, qui a inspiré déjà un parti politique. Écoutez, c'est un peu plus démesuré. Ce que le SDF essaie de faire, en fait, c'est que le SDF voudrait faire comprendre que entre la peste qui serait le RDPC et le mal de tête qui serait l'opposition, dans le SDF, ils voudraient peut-être mieux choisir le mal de tête qui est le SDF. Et alors, ils estiment donc, voilà, il faudrait mieux le choisir et ils veulent donc se rassurer que la peste ne va pas emporter ce mal de tête et qu'ils voudraient donc lutter contre leur voix. Bon, ceci étant dit, je ne vais pas donc incriminer le SDF, c'est leur droit politique de le faire, mais ce que je remarque, c'est que les gens sont en train de flatter l'électorat du MRC. Les gens estiment que le MRC qui est arrivé des élections présidentielles a une base, une assise électorale réelle et que... Vous pensez que Monzéline Diabayi est en train de flatter? De manière claire, nous sommes en politique. De manière claire, c'est qu'on veut flatter la base électorale de MRC afin de faire la différence. Mais il faudrait souligner que si le SDF a pondu ce communiqué, c'est parce qu'en fait, il donne raison à MRC. C'est pourquoi le MS n'est pas aux élections. Le MS n'est pas aux élections à cause de ce problème, hormis la crise au NOSO, c'est-à-dire l'inscription au NOSO, et cette sale guerre-là, il y a également le code électoral. Et tout le monde sur ce plateau a bien convenu, a identifié les problèmes du code électoral. Et ils vont nous dire que les élections présidentielles et consorts, c'est du sous-quartier. Non, Willy Kanye, lui, n'a pas parlé du code. Je vais essayer un peu être magicien avec lui, parce que c'est ce qu'il va dire après tout à l'heure. Donc, il faudrait qu'on comprenne très bien, que les Camerounais comprennent très bien cela, que nous avons activé le mode boycott, parce qu'on a estimé, nous nous sommes sacrifiés. On s'est dit, il serait grand temps que les Camerounais comprennent que ça fait depuis 1992, on va à ces élections-là, avec des mauvais codes électoraux. Avant, c'était l'administration qui organisait les élections. Aujourd'hui, c'est les CAM. Demain, ce sera autre chose peut-être. Et chaque fois, vous votez par le RDPC, gagne. La peste a toujours gagné. Donc, on dit il faudrait qu'il y ait une refonte du code électoral, qu'il faudrait qu'on mette sur pied un nouvel code électoral, qu'il y ait un code électoral consensuel. Malheureusement, le monsieur du RDP et notre police qui est là, et monsieur Edmond, ils ont tout à fait raison, en disant que même s'il y a 10 représentants de candidats avec l'administration et les CAM, au cas où il y a par exemple 12 listes, avec les 3 scrutateurs, donc 15 procès-verbaux qui seront pondus, même si 14 procès-verbaux demandent qu'il n'y a que un seul, c'est X qui a gagné, qui a remporté, et que celui de l'ECAM disent que c'est plutôt l'autre, on devrait aspirer pour l'ECAM. Même s'il y a 200 inscrits, mais qu'il y a 300 votants, on devrait prendre pour celui de l'ECAM. C'est ça le problème. Pourquoi le MSA dit qu'on y oppose l'élection? Parce qu'il faudrait que les Camerounais comprennent qu'aller voter à cette élection-là, c'est encore permettre que la peste continue à tuer le peuple camerounais, que la peste continue à faire son travail et qu'on continue à mourir nos autres. Donc le SDF peut-être aurait mieux fait de nous suivre dans ce chemin que de se présenter et commencer déjà à créer la baffe en disant que voilà, non mais écoutez, ils savent très bien. La preuve, je vais vous dire, j'aime bien parler quelque part où je viens, de Kiossi, d'Avet Juntem. Savez-vous qu'Avet Juntem même actuellement, sur les 4 arrondissements, il y a des partis politiques. À Kiossi, il y a 2-3 listes. À Olamze, une seule liste sur le RDPC. À Mbam, une seule liste sur le RDPC. On a empêché les autres de se présenter là-bas? Non, à Mbam, Olamze et Man sur le RDPC. Non, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont mis, et M. le Président de l'État est d'accord, c'est qu'ils ont mis sur pied un stratagème, ils empêchent aux partis politiques de l'opposition de s'installer dans le sud. Parce qu'au sud, les gens souffrent. Monsieur Sejan au sud, tu as parlé de destage. Vous savez que, est-ce que vous savez que la vallée d'une thème, par exemple, en termes d'offre énergétique, a besoin de 2 mégawatts. 2 mégawatts.
2 mégawatts. Non, revenons. Qui empêche de s'installer? Restons. Qui empêche les partis politiques? Donc, de ce côté-là, l'élite politique administrative fait tout pour qu'on ne puisse pas s'y installer, parce que déjà, dans cette zone-là, c'est une source sûre d'avoir des élus. Ça veut dire que vous as parlé du socle granitique. C'est-à-dire qu'au sud, à l'est et dans cette zone du nord, vous verrez que le RDPC va tout faire pour que personne ne puisse être candidat. Je vous parle de M. Dante qui est là. Je connais les gens du RDP qui sont à Kiosi. Ils pouvaient avoir des listes à Mbam ou bien à Man. Mais c'est pas facile parce que quand ils vont là-bas, on va tout faire pour empêcher. C'est-à-dire que s'ils ont même un bureau, s'ils ont un bureau en bas, s'ils ont un représentant en bas, s'il vous plaît, s'ils ont un bureau en bas, c'est-à-dire que ce monsieur-là, si c'est un plateau bien un plateau économique, on va se le menacer de le mettre en prison et consort. C'est que vous ne pouvez pas justifier. Le monsieur est sur le plateau, vous êtes dans des choses que vous ne pouvez pas vérifier. Il faudrait donc que les gens comprennent. Il faudrait donc que les gens comprennent que au lieu de faire du verbiage et du bavardage inutile, je parle des faits, que les gens comprennent très bien que nous, MRC Nord, nous décidons par des élections, pour plus on parle de collectoral, parce que nous estimons que ce collectoral est biaisé pour l'élection législative et municipale. Il vaudrait mieux que les gens s'abstiennent, parce que le mot du boycott, c'est quoi le boycott? On sait très bien que même si c'est un seul votant, il y aura des maires, il y aura des députés. Mais le mot, c'est de délégitimer ceux qui seront élus. C'est ça le boycott en fait. On sait très bien, même si un seul Camerounais vote, il y aura un maire, il y aura un député. Mais seulement, vous savez, si par exemple sur 7 300 000 inscrits, il y a par exemple 5 millions d'abstentions, ceux qui ne vont pas voter, et qu'il n'y a que 2 300 000 personnes qui vont voter, alors cela va peut-être obliger M. Diapol à comprendre donc on fera le bilan. ne veut pas que l'élection puisse avoir lieu et voudrait qu'on puisse aller à une refonte du code du système électoral camerounais afin d'organiser de nouvelles élections où les jeux seront réellement dans ces... Ok, on vous a compris. Voilà, dans notre projet de société, nous avons ouvert quelque chose d'extrêmement important. Et surtout à Vouri-Est. L'appel à la jeunesse. Donc moi, le patriarche Ndjebaï, parrain de la jeunesse. Il y aura forcément un changement dans ce pays. Il y a toujours eu des changements. Donnons le temps au temps. Donnons le temps au temps. Hier, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc demain, je ne serai pas là. Tout ce que nous sommes en train de dire là, tel gilage, ceci, cela, nous sommes en train de vouloir donner de l'oxygène, de régénérer. C'est pour là que nous faisons appel, n'est-ce pas, aux ceux qui sont effectivement des patriotes, ceux qui aiment ce pays. Nous voulons des institutions stables. Stables. Il y a les deux piliers. Pour le moment, ne revenons plus sur le président de la République, sur les plateaux. C'est une institution. Il a déjà été élu. Il a dit tout à l'heure, et nous le savons. C'est passé. Ne revenons plus là-dessus. Pour vous, pas pour nous. Permettez. Aujourd'hui, c'est le deuxième pilier qui est fondamental, qui donne le pouvoir, qui donne la richesse, qui donne la créativité, qui a un droit de regard sur la décentralisation, sur la vie. Tout ce que nous faisons, c'est le Parlement, c'est la loi. Allons à l'Assemblée nationale pour faire bouger la ligne. Donc c'est une dynamique. C'est une dynamique. C'est pour cela que nous, depuis 1992, nous avons toujours décidé d'aller à toutes les élections. Et nous aurons toujours... Quand vous avez que l'UNDP a pu mettre à l'Assemblée nationale, vous avez fait combien de candidats dans cette élection aussi? Avez-vous 95 candidats, bien 100 candidats qui pourraient changer l'ordre? Ça veut dire que vous êtes sur ce plateau. Je pose une question parce qu'en fait... Vous me permettez que je termine. Vous permettez. Si depuis 92, vous avez eu à peu près, je crois, c'était 60... Vous parliez tout à l'heure. Si vous aviez pu... Est-ce que je vous ai interrompu? Monsieur le pied, une proposition de loi. S'il te plaît. C'est le pour Cameroun. Vous avez donné la parole. Permettez, allez-y. On a même arrivé. Je rappelle à mon chef ministre que... Allez-y, monsieur Ndjebaï. Si vous voulez continuer, moi je parle plus. Mon fils, s'il te plaît. Vous avez le temps.
Sur le plan macro-politique, la première formation de l'opposition, c'est l'UND. Nous avons écouté religieusement ce que je suis en train de dire. Plus de 600 conseillers municipaux. Le nombre de voix exprimées à l'occasion d'une élection en dehors du parti au pouvoir. Nous avons à l'heure actuelle près de 30 mairies entièrement dirigées dans ce pays. Aux élections sénatoriales, nous avions une représentation. Nous avons plus que tout le monde. Merci. Merci. Merci, cher monsieur. Nous n'avons jamais rien fait. Ok, merci. Bon, nous irons aux élections. Ok, merci Alexis Nguepi, merci Edmond Katé, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Willy Kagné, merci merci. Parce qu'il nous a permis quand même aujourd'hui, je crois que le RDPC aujourd'hui, merci. Par rapport à notre base. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. On va se retrouver demain, à partir de 19h, pour un autre rendez-vous Equinox Soir. Bonsoir, Galemendouka.